l'euro. Pour les retraités qui sont ici, pour les touristes qui sont venus nous apporter un peu d'euros. Et maintenant, il était hier à 3 shekels 25. Je ne vois pas comme un scénario impossible d'un euro à 3 shekels. C'est comme ça que les gens doivent réfléchir comme scénario possible dans les prochains temps. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons décortiquer, comme vous l'avez fait, la presse économique de la semaine et sans surprise, nous allons commencer cet entretien par l'information majeure, on va dire, de ces derniers jours sur le plan économique, la décision du gouverneur de la Banque d'Israël d'augmenter les taux d'intérêt directeurs de 0,75% pour un seul mois, ce qui nous fait un total, depuis le début de l'année, de 2%. Tout cela ne s'était pas produit depuis une vingtaine d'années, dit-on. Oui, tout à fait. Ce sont des records historiques. Non seulement point de vue d'une augmentation en une fois, et deuxièmement, point de vue vous avez cité les 2% maintenant, où est le taux, et quand on se rappelle qu'il y a quelques mois seulement, c'était à 0,1%, et ça fait une grande différence. Maintenant, quels sont les motifs et les conséquences de cette mesure, qui est bien sûr très agressive? Et d'abord, quels sont les motifs? La Banque d'Israël elle-même a fait une déclaration écrite. Cette fois, elle n'a pas fait une déclaration orale, mais écrite, pour expliquer son geste. Elle dit comme ça. Elle, ce qu'elle voit, c'est que l'inflation en Israël a dépassé de 2% l'objectif de stabilité des prix. Le stabilité des prix, c'est 3%. On en avait parlé la semaine dernière quand on a eu les chiffres d'inflation. Et on est maintenant un peu plus de 5%. Et donc, il y a un problème par rapport à cet objectif de stabilité. Une deuxième chose que la Banque d'Israël dit, c'est qu'elle voit que la croissance en Israël est très forte. On avait parlé la semaine dernière de la plus grande du monde occidental. 6%. 7%. 7%. Oui, 7%, oui. Presque 7% en un an. Et donc, c'est très, très important. Et il voit qu'il n'y a pas de problème d'emploi. Il n'y a pas de problème de récession sur l'économie israélienne. Et donc, pour lui, il dit le problème majeur, c'est l'inflation. Et c'est pour ça que je fais ça. Maintenant, oui. Non, je voudrais comprendre. Quand on dit qu'on veut lutter contre l'inflation, d'un côté, et que cette démarche d'augmentation des taux d'intérêt va faire augmenter les prix hypothécaires, les mashkantaot, et donc finalement, ça va réduire la capacité, par exemple, des couples à disposer de l'argent, et donc réduire la consommation. Et donc ça va contribuer à réduire, on va dire, toute la croissance en Israël, n'est-ce pas? Oui, normalement, une politique monétaire restrictive doit amener à une récession. C'est ça l'idée d'ailleurs. C'est ça qui est sous-jacent, c'est le fait de dire l'inflation, c'est quand la demande est plus forte que l'offre. Disons, moi, je vais baisser la demande des gens. Vous parlez des prêts hypothécaires, mais les emprunts normaux aussi. Quand vous avez 2% maintenant, je voulais le dire, en taux directeur, ça veut dire en prime, c'est 3,5%. Parce que les banques, c'est-à-dire que les bons clients commencent à 3,5%. C'est beaucoup. Et souvent, les gens n'ont pas ça. Moi, j'ai vu des taux maintenant, c'est 12-13% facilement que les banques y prennent. Je me demande même si j'ai pas vu 15% que les banques pourraient prendre. Et donc, ce sont des taux à la consommation, au crédit. Et d'ailleurs, on remarque, vous l'aviez demandé la semaine dernière, mais je comprends pas et comment ça se fait que ça marche comme ça, s'il y a plus d'inflation. Ce qui se passe, c'est que les gens augmentent leur taux de tête aussi dans les prêts hypothécaires, mais surtout dans les prêts à la consommation. On remarque une augmentation du coût de crédit et ça inquiète la Banque d'Israël. Donc, c'est une des raisons pour qui l'a fait. Maintenant, pour revenir aux conséquences. D'abord, parce que j'ai eu énormément de questions à ce sujet, et c'est lié, bien qu'on en parle pratiquement chaque semaine, c'est l'euro. Pour les retraités qui sont ici, pour les touristes qui sont venus nous apporter un peu d'euros. Et maintenant, il était hier à 3 shekels 25. Alors, il y a deux choses qui se passent, je dois le rappeler. D'abord, une situation très mauvaise de l'économie européenne. Il y a encore, qu'est-ce qui a été... il y a eu aussi hier un fait majeur, c'est que de nouveau, l'euro est passé en dessous de la parité, largement en dessous de la dollar, et que tous les analystes en Europe et dans le monde entier
parle d'une tendance très baissière de l'euro, ça il faut que je le dise aux gens qui le sachent, et il y en a même qui parlent jusqu'à 0,80, donc on a encore de la marge de 20%, et c'est sûr qu'à court terme, on parle de 5% facilement dans les jours qui viennent, donc les gens ne doivent pas s'étonner de voir, comme je l'ai dit plusieurs fois, et vous serez témoin à cette antenne, je ne vois pas comme un scénario impossible d'un euro à 3 shekels, c'est comme ça que les gens doivent réfléchir comme scénario possible dans les prochains temps. Maintenant, justement d'ailleurs, les observateurs se disaient, c'est étonnant, le shekel n'a pas tellement remonté par rapport à cette monnaie. Oui, d'abord, cette mesure était attendue, donc une grande partie de renforcement du shekel qu'on a vu ces dernières semaines était due à ça, mais en plus de ça, on remarque que ces derniers jours, oui, le shekel même par rapport au dollar a bien remonté hier, et c'est pour ça que d'ailleurs l'euro est redonné à 23,25, puisque le dollar est redescendu bien en dessous de 3 shekels 30 hier, et donc cet effet de tenaille fait que l'euro par rapport au shekel n'a pas bon avenir, quoi. Il faut faire très attention. Il y en a même jeudi qui parlent d'implosion de l'euro et tout ça. Les économistes sont très inquiets. Par exemple, l'Angleterre, bon, c'est pas l'euro, c'est de la livre sterling. Elle aussi est historique par rapport au shekel. 3,88, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé. Et elle a eu 11% de récession l'année dernière, alors qu'Israël avait été en augmentation. Maintenant, je voudrais juste dire qu'on attend pour le mois prochain une baisse de 0,2% au mois d'août. On va voir si les économistes se sont trompés cette fois-ci ou pas. Baisse de 0,2% de l'inflation. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est à un pic, on voit un ralentissement, on pense aussi qu'il y aura un ralentissement dans l'immobilier. Tout ça, donc, sont des choses qu'il faudra suivre. Dernière chose que je voudrais dire, parce que vous avez quand même donné, je croyais que vous allez poser la question parce qu'on l'a posée cette semaine, avec les prêts hypothécaires. On en parlera d'ailleurs tout de suite maintenant. Oui. Si les gens doivent payer plus cher, s'il y a une partie des gens qui louent leur appartement, donc ils vont augmenter leur loyer. Et donc ça va faire de l'inflation. On a vu que les loyers avaient beaucoup augmenté. C'est vrai, et la Banque d'Israël le sait. Je pense d'ailleurs, je voudrais dire une dernière chose à ce sujet, et pour ne pas arrêter, que moi je dis encore une autre chose, qui n'est pas dit dans la déclaration, mais qui est vraie, et les économistes le soulignent. Les banques ils gagnent énormément. Ils ont parce que eux en plus ils augmentent quand ils augmentent de 0,75, alors là ils en prennent beaucoup plus et ils donnent pas la même chose en dépôt, bien sûr, ils donnent qu'un tiers de ça aux gens qui déposent leur argent sur des intérêts, et donc ça reste toujours très très faible, alors que les crédits énormément. Et moi d'ailleurs quand j'avais vu ça, je m'étais acheté des choses liées au secteur bancaire parce que je sais. Mais que peut-on faire face au pouvoir des banques? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être on demander des conseils économiques pour les libres, mais sinon, c'est-à-dire que la Banque d'Israël, et c'est normal, c'est un de ses objectifs, c'est la stabilité du secteur bancaire. Alors là, elle aide bien les bénéfices des banques et sa problématique pour vous dire. D'accord. Alors on va aborder le deuxième sujet important ce matin, puisque justement on parlait des prêts hypothécaires. Il y a une réforme qui se prépare et qui doit être mise en marche, mise en circulation à partir du 1er septembre? Oui, fin du mois d'août, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, donc je pensais à passer cette semaine, puisque la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est le 31 août, je voulais préparer les gens à ça. Je voudrais dire d'ailleurs, comme exemple, je suis allé cette semaine, ou quelques jours de ça, pardon, peu importe, avec une Ola, pour élargir un peu son prêt de Mashkanta, parce que elle s'était dit, je vais faire un truc à long terme pour pouvoir payer des intérêts, des prêts qui sont à court terme. D'ailleurs, il y a une intelligence à ça, et c'est vrai, il y a une logique à ça, et c'était très bien qu'elle l'ait fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand je suis arrivé là-bas, j'étais suffoqué. La banque de l'hypothécaire, elle lui a demandé inflation plus 6%. Et elle avait aussi un prêt en euros, et euro plus 5%. C'est beaucoup lorsque le taux est à 0,5. Ça veut dire, encore une fois, on voit cette problématique des taux énormes demandés par les banques hypothécaires. Maintenant, pour revenir à notre sujet, la réforme dit la chose suivante. C'est la Banque d'Israël qui a imposé ça pour dire qu'il va y avoir plus de concurrence, en tout cas de moyens pour ceux qui vont prendre des prêts hypothécaires, d'avoir une meilleure information. Il dit voilà, il y aura 4 façon de prendre la mashkanta. Et ça va être régulé. En tout cas, 3 sur 4. Premièrement, tout fixe. Vous n'aurez aucune surprise. Pendant les 25, 30 ans que vous faites, ça sera votre taux fixe.
Et bien sûr, ça veut dire il sera important. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous pourrez avoir, ça s'appelle le chemin numéro 1, vous pourrez comparer ça dans telle banque et dans telle banque et dans telle autre banque. Maintenant, c'est la Banque d'Israël qui imposera, elle va faire les scénarios, moi ça me paraît très bizarre, de dire, voilà, vous indiquerez exactement quel sera le remboursement que ce monsieur-là va faire pendant les 30 ans. Vous me direz qu'en taux fixe ça va, mais comme il y a des façons, le deuxième sujet, le deuxième chemin, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers Banque d'Israël, un tiers fixe et un tiers inflation. Et là, troisième, 50-50. 50 fixe, 50 Banque d'Israël. Et le quatrième, c'est quoi le quatrième chemin? C'est la banque pourra de sa propre initiative dire, vous faire un prêt qui sera mieux pour vous. Et vous aussi, vous pourrez demander, peut-être négocier quelque chose qui à vous, s'il n'y a pas dans les 3 premiers quelque chose qui est... Donc toutes les options sont possibles. Alors, ce qui m'étonne, c'est que moi, ce que moi je dis, c'est que la quatrième solution, à mon avis, il faut savoir une chose, ils ont dit les économistes, les banques n'aiment pas perdre de l'argent. De toute façon, ils veulent gagner énormément dessus. On avait compris. Et ils ont une hypothèque dessus, et ils iront là où ils gagneront le maximum d'argent. Et on verra si j'ai raison ou pas. Je pense que la plupart des choses signalées, ça sera la quatrième, où c'est complètement libre, d'une certaine façon. Et on dit d'ailleurs qu'il faudra, celui qui choisira le quatrième, il a intérêt à demander à des conseillers en Mashkanta et autres pour voir qu'est-ce que ça peut donner, parce qu'on peut avoir des scénarios spéciaux. Alors on va parler d'un dossier aussi très intéressant, surtout pour ceux qui en ont assez de se promener dans les supermarchés. Il s'agit des services de livraison, et Rami Levy, le célèbre Rami Levy, a conclu un accord qui devrait permettre des livraisons par drone. Oui, la presse israélienne fait quelque chose de très bien. C'est une revue de presse ici. Elle lit les documents financiers qui sont donnés par les grandes entreprises qui sont à la bourse, comme Rami Levy. Et là, elle a publié son dernier bilan des 6 derniers mois. D'ailleurs, il faut savoir que Rami Levy a eu un gros chiffre d'affaires, qui a augmenté. Une baisse énorme de son bénéfice. Et de baisse de 40% de ses profits. Parce qu'avec Pessar au milieu, il a été obligé de faire des prix pour Pessar. Pessar est mal tombé pour lui cette année. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. De quoi il s'agit? Il est marqué, Rami Levy a acheté un tiers d'une société israélienne. Faut dire, c'est bien, c'est des gens qui sont sortis de l'armée. Souvent, les gens qui sortent de l'armée en Israël vont dans la haute technologie et font des choses très intéressantes. Et là, il y a une compagnie qui s'appelle Kando Drones. Cette compagnie donc israélienne fait des drones déjà maintenant, c'est-à-dire des drones qui peuvent être pour des sécurités. C'est tout sur le drone. C'est vérifier que tout marche bien d'un endroit à l'autre, etc. Tout ça, cette société, elle fait. Et lui, Rami Levy, a acheté un tiers de cette société-là. Et qu'est-ce qu'elle dit, encore dans son bilan? Qu'elle pense qu'il y aura simultanément son projet d'utiliser 100 drones simultanés qui font des livraisons. Maintenant, d'abord, c'est intéressant, comme vous dites, parce que c'est l'avenir. On voit dans d'autres pays, comme aux États-Unis, comment c'est déjà. On s'est fait surtout pour des histoires de pharmacie, des choses extrêmement urgentes. Et c'est l'avenir. Il y a un certain avenir d'aller dedans, qu'on va avoir beaucoup de drones qui vont commencer à faire des livraisons en Israël comme dans le monde. Et c'est intéressant de voir que ici, Rami Levy fait cet accord-là. Seulement, ça a été tout de suite dit, eux-mêmes ils l'ont dit, dans un drone vous pouvez pas, c'est pas vous allez acheter, si vous savez, sur internet, ils disent ça va aider le Rami à internet. Mais parce que Rami Levy, vous achetez 1 kilo de pommes de terre, le drone c'est un peu lourd pour lui, quoi. Ah bah oui. Alors à mon avis, ce qu'ils disent, c'est que ça sera surtout pour les choses qui seront pas lourdes, comme à mon avis les choses du médical ou des choses qui sont pas lourdes, qui vont être libres dans l'autre. Et donc il faudra, donc c'est comme une avancée, mais à mon avis pour l'instant c'est limité. C'est pas demain qu'on va voir les paquets arriver par chez vous à la maison, c'est ça. Voilà. Très bien, vous avez bien résumé. Bon, on a bien compris. Alors on va parler maintenant, après avoir parlé de Rami Levy, on va parler de plus gros encore, c'est Amazon qui fait un coup de marketing en Israël et qui s'allie avec un site qui permet de récupérer une partie de l'argent dépensé. Non mais là je rêve. Non, justement, je me demande toujours si j'ai droit, qu'est-ce que j'ai le droit de faire dans cette revue. Je ne vais pas faire de la publicité, vous avez tous les droits ici. Je voudrais surtout toujours l'analyse derrière.
Les économistes le soulignent, et cette chose-là, c'est dans la presse, l'a souligné, comme Amazon voulant de plus en plus pénétrer le marché israélien. On a quelque chose, c'est le fait que le shekel, en tout cas, on attire énormément ceux qui veulent nous vendre des produits. C'est une bonne chose. Apparemment, Israël est devenu un pays attractif pour ça. Et 3 ans qu'Amazon est là, et là maintenant, il a fait le coup marketing suivant. Il y a une société, je ne sais pas si les gens y savent, qui s'appelle Cashback, une société israélienne, qui est sur Internet. Cette société israélienne, elle fait comme ça. Si on achète par son intermédiaire, après on va sur le site qu'il faut, mais ça commence par son intermédiaire, elle dit comme ça, tu t'inscris par mois chez moi, Cashback, tu reçois tout de suite 10 shekels. Maintenant, à partir du moment où tu vas dépenser 50 shekels en étant passé par moi au début, d'accord, tu vas avoir jusqu'à 6% de réduction. Maintenant, comment elle rend cher cet argent? Elle dit, moi, je le rends dans ton compte en banque, dans ton BIT ou dans ton PayPal. C'est vraiment de l'argent qui est revenu. Maintenant, ça a un coût. C'est un coût pour celui qui passe par lui. Pas seulement pour les consommateurs, c'est bien, mais ça veut dire que le coût est supporté aussi par les sites qui travaillent avec lui. Et donc, Amazon a décidé d'investir là-dessus, de donner de l'argent à cette société Cashback pour pouvoir dire aux gens, moi, celui qui achètera chez moi par cet intermédiaire-là aura une réduction de jusqu'à 6% de son achat, et c'est de l'argent qu'on reçoit, c'est pas des bons, c'est de l'argent qu'on reçoit en liquide dans son compte, donc c'est bon à savoir, et elle travaille déjà avec les femmes de cette société. Hein, c'est bon à savoir. Voilà. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse économique complète.